Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. J'ai mis l'un de mes nouveaux t-shirts que j'adore. Oui, je suis toujours obligée de commenter ce que je porte. Bref, on se retrouve pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, tous très différents les uns des autres, mais que j'ai tous bien aimés, même si j'ai ma petite préférence pour le petit dernier. On commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit du 4e tome de After de Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Jusqu'au 3e tome, je les achetais chez France Loisirs quand j'étais encore adhérente. À partir du 4e tome, je n'ai plus acheté chez France Loisirs pour la simple raison que mon magasin n'en avait plus et sur le site c'était plus commandable. Je sais pas si ça l'est de nouveau maintenant. Mais de toute manière, je m'en fiche un peu vu que je n'y suis plus. Je n'y suis plus parce qu'il y avait de moins en moins de livres qui me plaisaient. Ce qui est dommage parce qu'en général, c'est quand même très intéressant à François Diaz. Bref, donc, avec la sortie du film de After, film que je n'ai toujours pas lu et je ne sais toujours pas actuellement si j'irai le voir ou pas. Enfin, c'est pas franchement le film que j'attends le plus. Enfin bref, avec la sortie du film, je me suis remise à penser à After que j'avais toujours pas terminé. Il me manquait à lire donc le 4e tome et le 5e. Le 4e maintenant c'est fait. Du coup j'avais envie de le lire et c'est fait et je vais vous parler de mon avis qui est tout de même assez bref dès maintenant. Je me souviens plus très bien du dernier tome, donc du 3e tome, parce que ça fait un long moment que je l'ai lu. Mais hormis ce détail, j'ai su rentrer dans l'histoire, dans ce 4e tome, assez rapidement, assez facilement. Et la seule chose que je peux vous dire, ou du moins la première chose, c'est que le caractère d'Ardin Scott me dérange toujours autant. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui aiment ce personnage, qui adorent tout ce qui est bad boy et tout. Moi aussi, j'ai eu ma période bad boy avec Damon Salvatore, ou Salvatore, j'ai aucune idée comment se prononce son nom de famille. Il faudrait un jour arrêter d'idéaliser ces bad boys parce que, en général, c'est des personnes qui sont super nocives. C'est bien de les aimer, d'être clairement amoureuse d'eux dans de la fiction. Je peux dire c'est normal, je veux dire il n'y a pas de mal à ça. Arrêtez d'idéaliser ce genre de personnage et surtout n'espérez pas que ça vous arrive un jour d'en avoir. Encore Damon Salvatore. Contrairement à Ardin Scott, j'ai envie de dire ça passe. Mais n'espérez pas d'avoir ce genre de relation un jour dans votre vie parce que c'est super toxique en fait. Comme j'ai dit, moi dans mon adolescence, j'étais red dingue du bad boy Damon Salvatore dans The Vampire Diaries, dans la série. Mais après, j'ai jamais souhaité vivre ce genre de relation, en fait. Voilà, c'était le petit point bad boy, c'est bien dans les fictions, mais dans la vie, ce n'est absolument pas le cas. Ne souhaitez pas ce genre de relation. Je sais pas s'il y a des jeunes filles qui regardent mes vidéos. J'en ai aucune idée. Mais si c'est le cas, les bad boys, c'est pas bien. C'est bien dans la fiction, c'est bien dans la fiction si vous aimez ça, c'est bien dans la fiction. Mais dans la vie réelle, c'est pas bien, c'est super nocif, c'est dangereux, ça peut avoir des répercussions super dangereuses. Voilà. Alors là, je vais vous dire 2 spoilers. Donc j'espère que vous avez lu le 4e tome. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand Tessa apprend qu'elle est peut-être stérile. Cela dit, j'aurais aimé que cette scène soit beaucoup plus développée parce qu'on sait que Tessa veut avoir un enfant, ou plusieurs, enfin, en tout cas qu'elle veut tomber enceinte un jour. Et j'aurais aimé que cette scène soit un peu plus développée pour montrer à quel point elle veut un enfant et à quel point elle est choquée, limite d'apprendre ça. Et ensuite, il y a eu une scène avec sa mère qui a été assez touchante. On connaît la mère de Tessa comme étant quelqu'un
particulièrement froid, de très sévère, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Je peux pas non plus vous dire précisément de quelle scène il s'agissait, parce que ça serait encore un plus grand spoiler que le fait que Tessa est peut-être stérile, même si vous imaginez que c'est pas forcément le cas. Voilà, je pense que c'était les 2 petits spoilers que je voulais vous dire parce que j'ai beaucoup aimé. Bref, j'ai toujours peu de choses à dire en général sur After parce que bon, c'est redondant, c'est After quoi. C'est le genre de lecture que personnellement je lis quand je n'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai juste envie de lire sans réfléchir, sans ne rien penser, de me laisser porter par l'histoire sans avoir forcément d'attente. C'est quand j'ai envie de ce genre de lecture, franchement, je lis After. After, pour moi, c'est le genre de livre que tu lis quand tu as envie de rien. Quand tu as envie de... juste de rien, en fait. Donc j'ai jamais vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que pour moi, il y a très peu de choses à dire sur cette histoire. Après, c'est mon ressenti par rapport à After. Je sais qu'il y en a qui trouvent cette histoire totalement extraordinaire. Personnellement, je suis très peu romance. Je pense que c'est genre la seule romance que je lis. Si vous aimez After, bah allez-y. En tout cas, je trouve que c'est au moins une histoire quand même à découvrir parce qu'il y a des bonnes choses si vous aimez la romance, surtout la romance un peu badass avec un bad boy, donc badass, et une meuf, et une jeune fille totalement niaise. Vous allez kiffer. C'est le Christian Grey et l'Anastasia Steele côté jeunesse, on va dire. Je suppose que la caméra ne va absolument pas faire le focus. Du coup, je vais vous montrer la couverture qui est assez moche une fois. Voilà, blanche avec une écriture noire. Voilà, comme ça c'est vu. Je peux refaire le focus. Bref, j'ai lu un classique que je voulais lire depuis très longtemps, qui est donc Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et donc là, c'est aux éditions Bebook, mais bon, c'est Amazon, c'est gratos, donc je ne vais pas mettre d'édition parce que Bebook, c'est pas vraiment une maison d'édition. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne le vois pas comme ça. C'était un classique que j'entendais parler, que j'ai déjà entendu parler des millions de fois. Rien que le personnage de Dorian Gray, il a déjà fait sa petite apparition dans des séries. Je pense notamment à Sabrina et à une autre série d'horreur qui était diffusée sur Stars avec un Frankenstein, une nana un peu possédée. J'avais adoré la série, sauf que je me rappelle plus du nom. Bref, donc on connaît Dorian Gray, il a déjà fait des apparitions dans des films, dans des séries, dans plein de choses. Et j'avais vraiment envie de le lire et j'ai eu raison, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré le personnage de Dorian Gray, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Je ne le savais pas aussi touchant, aussi sensible, aussi humain que ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, ce personnage-là, donc Dorian, et du coup l'intégralité de cette œuvre. Le récit est très court, ce qui m'a fait même poser la question au début si c'était un récit entier, enfin un texte intégral ou pas. Tout compte fait, oui, c'est un texte intégral, et je le trouve très court parce que pour l'époque, en général, c'était toujours des bons gros pavés. Les romans, là, il est assez court, du moins moi, je le trouve assez court. Si vous êtes des petits lecteurs et que vous voulez tout de même découvrir des classiques, mais que la plupart des classiques, vous les abandonnez parce qu'ils sont trop longs, vous pouvez lire Dorian Gray parce que c'est petit, enfin Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray, parce qu'il est plutôt petit, il se lit assez rapidement. Et en plus, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle histoire. Je peux pas vous en dire plus parce que le reste des choses que je veux vous dire, je pense que ça vous gâcherait je suis sûre que ça vous gâcherait le reste de la lecture. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire qui est très émouvante. Du moins, moi, elle m'a émue. J'ai pas pleuré non plus, mais elle m'a touchée. Et je comprends pourquoi depuis
tout le monde fait une fixette un peu sur ce personnage et sur ce roman, parce que en effet ce que Oscar Wilde a créé avec Dorian Gray, c'est vraiment quelque chose de beau, et c'est pour ça que encore ce personnage est encore utilisé aujourd'hui dans certains films, dans certaines séries. Je comprends parfaitement parce que c'est génial. Et quand je dis qu'il m'a émue, c'est vrai qu'il m'a émue, mais si vous avez lu Dorian Gray, que vous savez ce qui lui arrive à la fin, je pense qu'on peut être que touché. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un livre plutôt que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je n'ai absolument pas lâché. Il s'agit de la première partie de Feu et Sang de George R. Martin sur la dynastie des Targaryens. Alors, quand je l'ai acheté, j'ignorais que de base l'édition originale ne comporte qu'un seul volume et que l'édition française a décidé de couper le livre en deux pour des questions de droit, parce que pour la simple raison que George R. Martin, il a son nom, il a sa réputation, et que pour acheter des droits, c'est cher. Mais il y a eu vraiment beaucoup de commentaires négatifs sur internet par rapport à ça, et ça me désole un peu, parce que je pense que les gens n'imaginent pas à quel point acheter des droits d'auteur peuvent être chers, et je ne veux même pas imaginer combien Pygmalion a payé pour avoir les droits de cette œuvre. Quoi qu'il en soit, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, beaucoup plus importantes que râler comme je ne sais quoi pour un bouquin qui a juste été coupé en deux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est déjà quand même bien qu'on ait une édition française. Donc râler pour des droits d'auteur, pour un manuscrit qui a été coupé en deux, personnellement je m'en fous un peu. En plus, la couverture de la première partie est géniale, et celle de la deuxième que vous voyez juste derrière moi est très jolie aussi. Ça fait un peu écaille de dragon. Donc là on peut imaginer que c'est un dragon noir. En tout cas, je l'aime beaucoup. Pour vous raconter un peu le début de l'histoire, et en même temps, en vous racontant un peu le début de l'histoire, je vais vous donner mon avis. Donc il s'agit de Aegon Targaryen, dit Aegon Ier, Aegon le Conquérant, qui va donc conquérir Westeros sur son dragon Balerion et avec ses deux sœurs. Il va se marier avec ses deux sœurs et il va avoir deux enfants. Il va avoir Aenys et il va avoir Maegor. Dans Game of Thrones, on entend beaucoup parler de Aerys II, dit le roi fou. Je peux vous assurer que Aerys II, à côté de Maegor, c'est un petit agneau. Parce que Aerys II est devenu fou vers la fin de son règne. Maegor, pour moi, il l'a toujours été. Cet homme est cinglé. Nous apprenons également à connaître un dragon que, si vous êtes fan de Game of Thrones, vous en entendez parler depuis la nuit des temps. Il s'agit bien entendu de Balerion. On apprend à connaître Balerion, on fait la connaissance de Balerion. Il est d'abord chevauché par Aegon le Conquérant, puis par l'un de ses fils, donc Maegor. Et Maegor, vu qu'il était totalement cinglé, a fait faire des choses horribles à Balerion, et j'aurais aimé que Balerion ne se fasse pas chevaucher par cet homme, qu'il se fasse chevaucher par son frère par exemple, qui était quand même plus gentil et qui ne se serait pas servi de Balerion clairement que comme une arme de guerre. Et bon, c'est la vie, même si c'est des personnages fictifs, c'est la vie quand même. Concernant le frère de Maegor, Aenys, c'était un roi faible, et Maegor était fort et cruel. Aenys n'était pas du tout costaud, il n'était pas du tout baraqué ou je ne sais quoi. Ce qui fait que après sa mort, en fait, c'est Maegor qui prend le trône, alors qu'il n'en avait pas forcément le droit, puisque Aenys avait déjà des enfants. Ce qui me fait dire qu'il est préférable d'être un roi faible que d'être un roi fort et cruel. Il y a un moment dans le roman, on suit un personnage vite fait, mais on nous raconte qu'un personnage
a volé, une Targaryen, a volé 3 œufs de dragon. Ça m'a tout de suite fait penser à Daenerys et ses 3 œufs de dragon. Et sur le coup, j'ai vraiment pensé que c'était les œufs de dragon que Daenerys aura en sa possession bien plus tard. Tout compte fait, il me semble que ce n'est pas le cas, mais là encore, je suis pas sûre à 200%. J'attends de lire la deuxième partie pour voir si on reparle de ces fameux œufs de dragon, mais je ne crois pas qu'on en reparlera. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, il y a un extrait que j'aimerais bien vous lire parce que je le trouve très joli. Leurs racines ne se situaient pas à Andalos, mais dans l'antique Valyria, où prévalaient des lois et des traditions différentes. Il suffisait de les regarder pour savoir qu'ils n'étaient pas comme les autres hommes. Leurs yeux, leurs cheveux, leur seule prestance, tout cela proclamait leur différence, et ils volaient sur des dragons. Eux seuls, parmi tous les hommes dans le monde, avaient reçu le pouvoir d'apprivoiser ces bêtes terribles une fois que le fléau s'est abattu sur Valyria. Et voilà, je peux encore lire beaucoup d'extraits par rapport aux Targaryens, mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait un autre extrait que j'avais aimé. De là, Aegon le Conquérant gouvernait son royaume, donnant audience depuis un grand siège de métal composé à partir des lames fondues, tordues, battues et brisées de tous ses ennemis vaincus, un siège périlleux que le monde entier connaîtrait très vite, comme le trône de fer de Westeros. Le roman se finit avec le règne de comment ça se prononce Jaehaerys Ier. Pour ma part, ce que j'ai préféré dans ce premier tome, c'est la conquête d'Aegon le Conquérant et du règne de Maegor Ier, même si à la fin j'avais envie que ça se termine parce que il m'énervait. Enfin, il m'énervait. Non, il m'énervait pas, mais j'en avais marre. Il était trop méchant. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vraiment, si vous aimez Game of Thrones et surtout si vous aimez les Targaryens, parce que si vous n'aimez pas les Targaryens, je pense que ça risque de ne pas vous plaire, mais si vous aimez les Targaryens, ça va vous plaire. Je vous conseille de le lire. Il y a d'autres choses que j'aurais bien aimé vous parler par rapport aux dragons. Quand j'ai dit par exemple que Balerion a fait des choses horribles, il a fait des choses horribles, les dragons aussi. Et il y a quelque chose que j'aurais bien aimé vous dire par rapport à ça. Malheureusement, je ne peux pas, c'est un spoiler. La façon dont meurent les dragons, j'aurais aimé vous le dire, mais ça vous aurait donné un spoiler sur la mort d'un certain dragon. Donc je peux malheureusement pas vous en parler non plus. Donc tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de lire ce livre parce qu'il est super bien. Parce qu'il fait partie de mes coups de cœur. J'ai rarement des coups de cœur pour l'instant, enfin du moins cette année j'en ai rarement, et lui fait clairement partie de mes coups de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais également aimer la deuxième partie. Je pense que j'ai tout dit et voilà. J'espère que cette update lecture vous aura plu. En tout cas moi il m'a plu, j'ai bien aimé le faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis très active, notamment sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!